Bonjour Jérémy Bérébi. Bonjour. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre émission Une école, une histoire, une émission proposée par l'association Choisir l'école juive. Le concept est simple, un invité d'exception nous raconte son parcours de réussite et nous explique en quoi l'école juive a influencé sa vie. Avant de vous interroger sur votre success story, je vais vous présenter à nos amis internautes en quelques mots. Vous avez 42 ans, vous êtes marié et le papa comblé de 16 enfants. Sur le plan professionnel, il est en revanche plus difficile de vous définir. On vous dit serial entrepreneur, business angel. Vous êtes un autodidacte, pionnier de l'Internet en France, cofondateur d'une quinzaine d'entreprises et actionnaire dans plus de 360 entreprises dans plus de 26 pays au monde. Vous êtes également consultant pour de grandes fortunes privées, mais aussi pour de jeunes entrepreneurs. Et je terminerai cette présentation en disant que vous êtes installé avec votre famille depuis 17 ans en Israël, où vous trouvez la sérénité pour étudier, innover et entreprendre. Vous êtes bien enseigné. Alors Jérémy, si vous le voulez bien, on va commencer par vos débuts. Votre jeunesse, vous êtes né à Paris dans une famille plutôt traditionnaliste. Comment s'est déroulée votre scolarité et à quel moment l'école juive est entrée dans votre vie? Alors moi, je suis l'aîné d'une famille effectivement traditionnaliste. Traditionnaliste, ça veut dire que mes parents n'étaient pas chômés Shabbat, n'étaient pas, ils le sont aujourd'hui. Et en fait, quand je suis né, ma mère m'a raconté avoir reçu une publicité dans la boîte aux lettres pour une école juive qu'elle a ouverte quelques années après. Une école juive qui s'appelait Or Yosef. Donc j'ai commencé ma scolarité dans la maternelle de l'école publique. Et un peu instinctivement, parce que ce n'est pas ce qu'ont fait les autres membres de la famille de mes parents ont décidé de me mettre en école juive. Donc j'ai commencé au CP. Et je me rappelle encore le jour où je rentre dans la classe et j'entends les enfants prier. Et c'était la première fois que j'entendais des enfants prier. Parce que pour moi, la synagogue, c'était à Kippour. Et là, j'entends des enfants qui prient et on me dit, voilà, il faut lire ici. Moi, je ne savais pas parler l'hébreu, je ne savais pas lire, je ne savais rien. Et je me rappelle, j'ai eu un grand bonheur à ce moment-là, quand je suis rentré dans cette école-là. Donc ça a commencé comme ça. Et donc j'ai passé effectivement ma scolarité dans cette école Or Yosef, qui est en fait, pourquoi je me suis retrouvé à Or Yosef, c'était l'école juive la plus proche de chez moi, puisque j'habitais à peu près un quart d'heure à pied de l'école. C'est d'ailleurs souvent le premier critère pour les familles, la proximité géographique. C'est un très bon critère, tout à fait. Ouais. Et après donc ces années à Or Yosef, vous avez changé d'école juive, il me semble. Alors je suis déjà resté longtemps à Or Yosef, c'est-à-dire que déjà je passe du CP jusqu'au CM2 dans l'école primaire. Donc l'école primaire Or Yosef, c'était, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, c'était une école mixte, d'accord, garçons et filles. Et c'était une école où on avait à peu près 2 heures de cours de Torah, de Kodesh tous les jours. Et ensuite, on avait ce qu'on appelle des cours de Chol, des cours de matière profane, le reste de la journée. Alors en fait, cette école était une école religieuse, mais sans qu'on nous parle de religion en direct. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas que les gens qui étaient en face de moi étaient, qu'on appelle aujourd'hui des orthodoxes, ou des gens qui étaient effectivement en train de nous enseigner des choses particulières. Et donc, je me suis retrouvé dans une école qui était complètement adaptée à qui j'étais à l'époque, enfin à mes parents, etc. Donc, tous les parents ressemblaient à mes parents, tous les enfants nous ressemblaient. Et donc, je me suis retrouvé dans une école qui m'a appris le judaïsme. C'est-à-dire qu'en fait, au final, c'est avant de rentrer dans cette école-là, je me rappelle avoir posé des questions à mon père. Papa, pourquoi on met 2 chalotes sur la table de Shabbat? Papa, pourquoi on fait kidouche? Et à chaque fois, il ne savait pas me répondre parce qu'il n'a pas appris, malheureusement. Et donc, on arrive à l'école et on commence à nous parler, tu sais pourquoi il y a 2, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et moi, j'étais passionné. C'est-à-dire que en fait, la Torah me passionnait. Mais en fait, ce qui me passionnait, c'était les professeurs. C'est-à-dire que c'était les professeurs, c'était l'équipe pédagogique, était extrêmement aimante. Je sentais énormément d'amour, énormément de bonté, de gens qui voulaient donner. Donc c'était pas, en fait, je sentais que les professeurs n'étaient pas professeurs ou les institutrices n'étaient pas uniquement là parce que c'était leur job, mais il y avait effectivement un genre de mission comme ça.
Et donc, je sentais énormément d'amour. Donc, quand j'adorais aller à l'école. Quand c'était les vacances scolaires, j'étais pas contente du tout. Et j'attendais le moment où on recevait la liste pour aller acheter mes affaires et pour retourner à l'école. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, je suis spécial. J'étais plutôt bon élève aussi. Mais j'ai senti énormément de chaleur. Et ça m'a, voilà, cette chaleur-là, c'est ce qui me fait aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que toute ma vie juive aujourd'hui, donc aujourd'hui je vis à Bnei-Brak, j'étudie énormément le Talmud, j'enseigne la Torah, j'enseigne plein de choses. Tout ça, je l'ai appris en étant un simple petit élève d'une école juive. Voilà. Donc ça, dans les 5 premières années, je suis en école primaire. Ensuite, je passe au collège. Et le collège, alors ça, c'est une école différente, d'accord? C'est une autre direction. Et là, pareil, on a une équipe exceptionnelle, des professeurs d'un niveau excellent, c'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent penser que l'école juive, c'est on va réduire le niveau de matière profane et parce qu'on va mettre plus de Torah. Non, non, dans les écoles juives françaises, c'est pas comme ça. Peut-être qu'en Israël, ça se passe un peu comme ça, mais en tout cas en France, ça se passe pas comme ça. Le niveau était très très bon dans les deux sens. Et voilà, donc en fait, on a passé une scolarité qui était merveilleuse. Je me rappelle quelque chose d'assez particulier, c'est qu'en CM2, on nous organisait aussi alors, je crois que c'était en CM1, on nous organisait des classes vertes. On avait été en pleine forêt, à côté d'Aix-les-Bains. On avait passé un moment exceptionnel, tous ensemble. En CM2, on avait été aussi passer les débuts des vacances d'été avec l'équipe pédagogique, avec l'harmonie. C'était des choses qui n'étaient pas obligatoires. La même chose, on nous proposait à la place des cours de récré d'apprendre par exemple à lire Rashi dans le Chumash. Donc moi je me rappelle, j'allais pas au récré après manger, on avait une demi-heure tous les jours où j'apprenais à lire Rashi. Aujourd'hui, donc voilà, lire Rashi, le commentateur de la Torah, c'est quelque chose c'est une autre écriture, etc. Je l'ai appris comme ça dans cette chose-là. Donc en fait, cette chaleur fait que effectivement, je me suis ressenti, j'ai senti que c'était ma maison, quoi. L'école, c'était ma deuxième maison. On passe beaucoup de temps en France à l'école. Je crois qu'on finissait à 6 heures le soir. Je me rappelle, en hiver, on rentre la nuit, on sort la nuit de l'école. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'était une expérience exceptionnelle. Magnifique. Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être un souvenir, une anecdote qui vous a marqué lors de cette adolescence? Un souvenir en fait qui aurait changé finalement votre façon de voir les choses ou d'envisager votre avenir? J'avais en CM2 un rav, un professeur de Torah qui regorgeait d'amour. C'est-à-dire que quelque chose qui était pas comme là, il venait d'arriver, il est arrivé l'année où je suis arrivé. Et c'était quelqu'un en fait qui était en permanence en train de nous taper sur l'épaule, en train de nous demander comment on va. Moi j'étais un peu l'intello de service, donc assez rejeté des copains. Quand on devait, il y avait une équipe de foot, on me choisissait en dernier, on voulait même pas me choisir. Donc en fait, j'étais un peu isolé de temps en temps. Et c'était pas du tout la faute de l'école, c'est moi, c'est mon caractère qui était comme ça. Et en fait, par exemple, le professeur, il y avait des professeurs qui étaient là dans la cour, et ils voyaient un enfant comme ça, ils s'asseyaient à côté de lui, ils se mettaient à lui parler. Donc en fait, j'ai jamais été seul. J'ai toujours été avec quelqu'un qui était là à me parler, à me demander des nouvelles, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et je ne sais pas si on retrouve ça partout. Je ne sais pas si dans toutes les écoles il y a ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ça a marqué ma vie d'avoir des gens qui ne pensent pas à eux, quoi, qui pensent aussi aux autres. Voilà, c'est pas un job qu'ils ont. Magnifique. Alors, si on avance un petit peu dans l'histoire, après Or Yosef, il y a eu l'école Maïmonide. Voilà. Alors, on raconte, d'après ce que j'ai lu en préparant cette émission, on raconte que vous n'étiez pas très assidu en classe. Les professeurs ne vous ont pas trop vu en classe car vous aviez déjà finalement un pied dans le monde professionnel. Racontez-nous. En fait, alors, j'arrive. Alors, pourquoi je change? Déjà, je voulais changer d'école pour changer d'air. J'avais passé toute ma scolarité, effectivement, dans un endroit très, très bien. Mais j'étais vraiment très bon élève et je surpassais un peu la classe. J'étais délégué d'établissement Or Yosef, c'est-à-dire que j'étais le représentant de toute l'école vis-à-vis du directeur, etc. Donc j'avais l'impression d'avoir fait le tour, donc j'avais voulu prendre l'air. Et à ce moment-là, je me suis inscrit à l'école Yavneh. Donc je m'inscris à l'école Yavneh. Le directeur de l'époque me reçoit et me dit, avec un bulletin pareil, évidemment qu'on vous accepte, on va vous faire entrer dans la classe Yeshiva, vous allez faire ci, vous allez faire ça. On était début juillet.
Je pars en vacances, voilà, j'ai à tous mes amis, je rentre à Yavne, je rentre à Yavne. On arrive fin août, on dit tiens, on n'a pas reçu la liste des fournitures scolaires. On ouvre la boîte aux lettres le lendemain, on reçoit une lettre, vous n'avez pas été accepté à Yavne. Dieu a voulu ça. On appelle l'école, on dit mais le directeur nous a accepté. Il me dit le directeur s'est fait renvoyer pendant ses vacances, donc voilà, ce qu'il a dit n'a pas d'importance. Ok, très bien. À ce moment-là, j'appelle des cousins, mais vous êtes où? J'ai plus d'école, moi j'ai quitté, etc. Et donc je me retrouve à Maïmonide, Dieu m'a envoyé là-bas. Moi je vois la lumière du ciel partout, donc, le ciel m'a envoyé comme ça, et en une journée, on a envoyé un fax, après ils m'ont demandé de me rencontrer, et je suis rentré dans cette école. Alors je rentre en seconde, j'étais un très bon élève. Enfin non, d'abord je rentre, je suis un mauvais élève. C'est-à-dire qu'en fait le niveau était bien plus élevé que le niveau d'Or Youssef. En fait, à Or Youssef je ne travaillais pas et j'avais des super notes, là il fallait travailler. Donc je me retrouve avec des premières notes pas excellentes, mais je me décide de travailler parce que bon, j'ai rien d'autre à faire. Et là, en fait, donc pendant la seconde, j'étais très assidu, tout se passe bien, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de seconde, je découvre Internet. Je découvre Internet, c'est-à-dire je suis l'un des premiers en France à découvrir Internet. On est à une époque où Internet vaut 80 francs de l'heure de connexion, où la vitesse de connexion pour voir une image apparaître, il faut à peu près attendre une demi-heure. C'est vraiment le tout début. Et je découvre un article, je lis un article, comme ça, moi je lisais énormément de magazines informatiques, c'est ça mon dada, on va dire. Et je découvre quelque chose et je me connecte à ça. Et très très vite, en fait, je me fais remarquer sur Internet. À l'époque, c'était des forums de discussion uniquement. Je me fais remarquer par une rédaction de journalistes du magazine PC Direct, du groupe Zill Davis. Et ils me contactent et ils me disent « Jérémy, veux-tu nous rejoindre en tant que pigiste et pour gérer nos services en ligne ?» Je dis « Attendez, je vous explique, j'ai 16 ans. » Et là, c'était un grand choc pour eux. Et donc, je me retrouve à 16 ans, à l'école, en train de travailler. Je me rappelle avoir été avec mon père à l'entretien d'embauche pour fixer le salaire, combien j'allais être payé, etc. J'ai 16 ans et je me retrouve à écrire dans les plus beaux journaux informatiques de France. Et donc là, je me retrouve, donc seconde, tout va bien. Première, un peu déstabilisé, parce que je suis un pied entre les deux mondes. Et en terminale, il se passe quelque chose, c'est que au mois de décembre, il y a une énorme grève. Pas une énorme grève, il y a eu une grève et énormément de neige. Enfin, Paris était complètement gelé dans tous les sens du terme. Et moi, alors, il faut savoir que pour aller à Maïmonide, je venais du 19e, j'avais 1 heure de métro par jour. Et cette 1 heure de métro, pour moi, ça m'a amené énormément, parce que j'ai lu énormément de choses. J'ai appris énormément. 1 heure aller, 1 heure retour. On croisait les copains qui avaient le même chemin sur la route. Et donc, pendant ce mois-là, en fait, je me mets à recevoir des propositions de recrutement, de ci, de ça, j'organise des choses, et à la fin, je veux voir mes parents, et je dis, papa, maman, je veux arrêter l'école. Je veux arrêter l'école. Alors, il faut savoir que pour Maïmonide, c'est complètement pas le standard, parce que c'est une école qui, effectivement, chacun a des objectifs très, très élevés, de faire des grandes écoles, etc. Moi, je dis à mes parents, voilà, et mes parents m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, bon, passe ton bac quand même. Mais là, je me suis déjà mis en fait en route pour démarrer ma vie professionnelle. Je voulais prendre une année sabbatique après mon bac. Et finalement, l'année sabbatique, elle est jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait 20 et quelques années. Donc voilà, donc en fait, à École Maïmonide, j'ai eu la chance, quelque chose d'extraordinaire qui a été fait par l'école. Je vais vous raconter l'anecdote. Donc un jour, on se retrouve en terminale. Donc en terminale, on avait tous ce problème, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? D'accord? Tous. Et un jour, un professeur nous dit un matin, regardez, on a une surprise pour vous, chers élèves. Cet après-midi, on vous a organisé quelque chose. On a invité des parents d'élèves de chaque métier et vous allez pouvoir leur parler. Donc, vous allez pouvoir parler à un psy, à un pompier, à un financier, etc. etc. Et vous allez pouvoir, effectivement, voilà, avoir un contact avec le vrai monde du travail. C'est une idée exceptionnelle. Je trouve d'ailleurs… Le forum des métiers. Le forum de métiers, mais faire ça à l'intérieur de l'école, dans les classes, inviter les parents, etc. Pour moi, c'était une idée exceptionnelle. Donc, je pense que c'est une idée géniale. Et j'ai un copain qui lève la main et qui dit « Monsieur, est-ce qu'on est obligé de rester ?» Et là, il dit « Vous savez, on a fait ça pour vous. » Et là, en fait, mon copain, ma bande de copains et moi, on s'en va. On ne reste pas à cet événement-là. Et là, je descends jusqu'au métro, je rentre dans le métro et là, j'ai un ange, je ne sais pas ce qui s'est passé, qui m'a tiré du métro et qui m'a fait descendre du métro. Mes amis partent et je remonte dans cet événement. Et c'est ce jour-là où j'ai rencontré mon mentor et associé, un monsieur qui s'appelle Jean Guetta, qui habitait à
à 100 mètres de la truc, qui était un grand homme d'affaires et qui est devenu mon mentor. Donc à Maïmonide, j'ai rencontré effectivement mon associé de toujours. Voilà. C'est une très très belle anecdote. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un regard extérieur sur le paysage éducatif et la situation des jeunes juifs de France. En quoi l'école juive vous tient à cœur? Alors moi, l'école juive me tient à cœur parce que je pense qu'on ne peut pas être juif honnête sans avoir des vraies bases de judaïsme. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on est un juif sérieux si on va uniquement à la synagogue à Kippour ou si on regarde 3 vidéos sur Torah Box. C'est pas possible. Et même si on voit les vidéos sur Torah Box, qui est exceptionnel, j'adore Torah Box et je soutiens énormément, on a besoin de bases pour comprendre la recette. C'est-à-dire de quoi tu parles? C'est quoi le paracha de la semaine? C'est quoi ce truc-là? Mais c'est quoi la foi en Dieu? C'est qui Dieu? On a plein de choses. Et je pense qu'en fait, c'est à l'âge de l'adolescence qu'on a besoin de nous inculquer ces choses-là. Nous inculquer ces choses-là, de nous les montrer, de nous les faire aimer. Si on prend à la sortie d'Égypte, selon la police et selon les estimations, il y avait entre 3 et 10 millions de juifs. D'accord? Aujourd'hui, on est à peu près 14 millions de juifs. C'est-à-dire qu'on est 3000 ans après, on aurait dû être des milliards. Pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas? Parce que l'assimilation a joué des tours. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un livre qui s'appelle Une poignée d'élus, que je vous invite à lire, d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés par le sujet, qui démontre que les villes où il n'y avait pas de Torah, où la Torah, où le judaïsme n'était pas au centre de la vie communautaire, ont disparu de la carte juive. On peut se battre contre l'antisémitisme en disant que c'est le plus grand malheur du peuple juif, mais ce n'est pas l'antisémitisme aujourd'hui qui nous empêche d'être un bon juif. D'accord? C'est notre méconnaissance. C'est le fait qu'on n'ait pas d'amour pour ce judaïsme. C'est le fait qu'on ne comprenne pas pourquoi on a besoin d'aller à la synagogue et à quoi ça sert de prier. Et donc, voilà, si on est des parents juifs et on veut continuer la chaîne, on doit inculquer des choses, on doit faire passer des messages à nos enfants. Et ça, pour ça, voilà, l'école juive, c'est le seul endroit. Alors, on peut toujours dire, oui, mais il y a le Talmud Torah avant la bar mitzvah. On apprend une petite chose, à paracha, 3-4 mots, etc. et on oublie. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un endroit où on va nous faire passer des messages avec amour, avec rigueur, tout en ne laissant pas de côté les matières profanes, ce que l'on appelle matières profanes, les mathématiques, les sciences, etc. Parce qu'il n'y a absolument aucune contradiction. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir ces choses-là. Et c'est à cet âge-là, l'âge de l'adolescence, qu'il faut, enfin depuis l'enfance, qu'il faut effectivement faire passer ces messages, pour qu'après, effectivement, les gens ne se disent pas attends, est-ce qu'effectivement j'ai un intérêt d'être juif, j'ai pas intérêt d'être juif? Non, ça fait partie de notre sang, ça fait partie de notre personnalité, et surtout, on a une fierté énorme de pouvoir faire partie de ce peuple. À 19 ans, vous fondez votre première société, Net2One, et ensuite, toute votre vie, vous n'avez cessé d'innover, de prendre des risques. Cette énergie, cette volonté d'entreprendre, a-t-elle un lien avec l'éducation que vous avez reçue? Alors, on va dire qu'on avait, à l'école, on avait des profils, mes amis, et chacun avaient tous des profils très, très différents. Et je pense que comme dans toutes les écoles, c'est-à-dire qu'au final, se retrouver dans une école avec des gens qui viennent de familles très différentes, etc., fait que voilà, on a des voies qui sont différentes. Je pense qu'en fait, la confiance que les professeurs ont mis en moi m'ont donné une sorte de super pouvoir. C'est-à-dire que en fait, c'était tu vas réussir, tu n'as aucune raison de ne pas réussir. J'ai jamais entendu un professeur dans mes écoles dire t'es un nul, tu réussiras pas. D'accord? Jamais. D'accord? On peut dire, mais ça existe, je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Mais en tout cas, les gens qui étaient autour de moi, et je me rappelle même, on avait le plus mauvais élève de ma classe, je me rappelle en 5e, il disait toujours je rêve d'être pharmacien. Et nous, on plaisantait un peu. Mais je me rappelle d'un professeur qui lui a tapé et je lui ai dit tu sais, tu le veux tellement que tu le sauras. Aujourd'hui, c'est un grand pharmacien de Paris. D'accord? Et donc, en fait, c'est cette force, cette flamme de dire que tout est possible, que si aussi on a Dieu avec nous, si on a cette émouna, on n'a peur de rien. Et ça, en fait, la émouna, la foi en Dieu, est quelque chose de crucial et qui fait partie, en fait, qui est injecté dans les veines du peuple juif. C'est-à-dire pourquoi, effectivement, les entrepreneurs juifs font des trucs dingues, même s'ils disent « je ne crois pas en Dieu », c'est qu'ils ont quand même quelque chose, ils sentent une force qui est à côté d'eux et qui est là, en fait, pour leur dire « de toute façon, ça se passera bien et de toute façon, c'est ce que tu dois faire dans la vie ».
De toute façon, c'est ça, c'était là pour ça, pour faire des choses de grand. Donc voilà, j'ai senti ça, effectivement. Donc j'ai fondé ma première entreprise à 19 ans. À 21 ans, j'avais à peu près 50 collaborateurs. J'étais le patron, le plus jeune. Cauchemar. Mais en tout cas, c'était très très bien. J'ai fondé ensuite d'autres entreprises. Je suis devenu investisseur dans des centaines de startups. Et voilà, ça a toujours été cette flamme effectivement, d'être quelqu'un d'exceptionnel. C'est-à-dire que voilà, on fait partie du peuple juif, on est des gens exceptionnels et donc on peut être individuellement des gens exceptionnels. Quelque chose que je peux vous dire, c'est que beaucoup de gens pensent que le problème du peuple juif, c'est que les gens n'ont pas foi en Dieu. Et en fait, la plupart des gens, vous parlez à un juif, en général, il croit en Dieu et il a foi en Dieu, mais il n'a pas foi en lui-même. C'est ça le problème. Il pense qu'il est nul, il pense qu'il vaut moins que quelqu'un d'autre, il pense qu'être juif, c'est quelque chose qui est un boulet ou une contrainte, alors qu'au contraire, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que nous, on doit vraiment, vraiment se dire, le peuple juif, nous sommes des privilégiés et nous avons plein de choses à faire sur Terre et nous avons des super pouvoirs parce que nous avons Dieu avec nous qui est là pour nous aider et nous guider. Alors, c'est une bonne transition avec ma prochaine question, puisque dès le plus jeune âge, en fait, on vous voit évoluer en société avec les plus grands noms de la high-tech, mais également de la sphère politique, la casquette vissée sur la tête. Vous n'avez jamais renié ni vos origines, ni vos principes. Est-ce l'école juive qui vous a permis d'assumer pleinement votre judaïsme dans le monde du travail? Alors, j'ai précisé qu'au début de ma vie professionnelle, je ne mettais pas de casquette sur la tête, je n'avais pas de kippa complètement. Mais par contre, je mangeais kasher et j'étais shomer Shabbat. Donc moi, je suis devenu shomer Shabbat à ma bar mitzvah. Mes parents, mon frère et moi, à peu près à cet âge-là, mes parents nous ont suivis après, donc on est devenus shomer Shabbat. Mais en fait, il y avait deux choses qui pour moi n'étaient... Voilà, on ne pouvait pas passer dessus, c'était le Shabbat, les fêtes et la cacheroute. Et donc j'arrive en tant que journaliste, donc je me fais recruter après ma terminale, je me fais recruter dans les bureaux à Levallois-Perret, dans le groupe Ziv Davis, et j'arrive, et le premier jour, je dis à mes collègues non juifs, qui veut venir manger avec moi au resto kasher? Et là ils me disent tous, ah ouais, avec plaisir et tout, c'est super. Ça ressemble à quoi? Je fais, vous avez déçu, ça ressemble à ce que vous mangez, mais voilà, au moins vous m'accompagnez. Ils ont été le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, j'y vais seul. Le quatrième jour, c'est eux qui y vont et moi, je ne vais pas au resto kasher. Voilà, donc au final, ça fait partie de ce que je peux dire, c'est le fait que quand on se sent fier de son judaïsme, on n'a absolument pas peur de dire à quelqu'un « je mange kasher ». Ou on n'a pas peur de dire « attends, Shabbat arrive, même s'il y a un article à terminer, je ne peux pas le terminer maintenant, je finirai demain soir ». Ah oui, mais on boucle aujourd'hui. Je suis désolé, mais... tu me l'as donné il y a 1 heure, je ne peux pas le terminer en 1 heure, donc c'est non, je ne peux pas le faire. Et ça, en fait, ça a été quelque chose qui a guidé toute ma vie. Ma vie professionnelle a été le Shabbat, la cacheroute. Pour rien au monde, effectivement, je passe au travers. Un jour, j'avais 21 ans, j'étais donc patron d'entreprise et je passais dans toutes les émissions de télé sur les startups. Donc il y avait sur Envoyé spécial, Nulle part ailleurs, enfin toutes les chaînes, sur le journal de 20h de TF1. Oh, c'était vraiment partout. Et donc, je me fais inviter, mon assistante reçoit un appel du chef de cabinet du ministère de l'Industrie suédois, qui veut m'inviter à dîner avec les 12 ministres de l'industrie européens à Bruxelles. Donc moi, ce que je réponds immédiatement, je dis, dites-lui que je mange kasher, je peux pas. Je peux pas, maintenant, je ne vais pas m'être allé regarder, donc je ne peux pas faire ça. Et il me dit, mais il n'y a aucun problème. Est-ce que vous avez un numéro de fax? On donne un numéro de fax. À l'époque, on l'utilisait encore, c'était en 2001. 99-2000 plutôt. On reçoit un numéro de fax, on m'envoie la liste de toutes les cacheroutes d'Europe. On me dit, vous choisissez ce que vous voulez. Et donc, je me suis retrouvé à Bruxelles à manger avec les chefs de cabinet et les ministres de l'industrie de toute l'Europe. On était 3 entrepreneurs européens. Et pour moi, je voyais les étoiles. Je me suis dit, on est en Europe, on est là à un endroit où il y a 50 ans, là, on sait ce qui se passait. Et là, je suis en train de manger kasher et j'ai aucun scrupule. Et d'ailleurs, il y a même une ministre qui m'a dit, moi aussi, je devrais manger kasher. J'ai compris qu'elle était juive elle-même. Donc, en fait, tout ça sont des forces que j'ai prises évidemment à l'école juive. C'est-à-dire que pour moi, c'était, il n'y a pas de question. D'accord? Alors ça, c'est des choses que j'ai pris beaucoup plus à Or Yosef qu'à Maïmonide, pour préciser. C'est cette foi et cet attachement au mitzvot, etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pris d'Or Yosef. Très bien. Alors, en 2014, vous avez été élu l'investisseur le plus actif en Europe. En 2019, vous avez également fait la une du magazine Challenge. Aujourd'hui, vous arrivez à consacrer du temps à l'étude,
comment jonglez-vous entre business et Torah? Alors, il y a eu plusieurs périodes. Alors déjà, quand j'ai commencé à travailler, à peu près 1 an et demi après, en sortant de l'école juive, en fait, on sent un grand trou d'air. Quand on se retrouve dans le monde professionnel, on dit, mais attends, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de judaïsme, il n'y a plus rien. Donc, à 20 ans, j'ai commencé à organiser des cours au bureau, 2 fois par semaine, avec un cousin au départ et avec un rave après, où on organisait des cours de Torah. Et donc là, j'ai commencé effectivement à étudier un peu le soir, voilà, et le reste du temps, je travaillais tout le temps. Et en 2001, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé d'étudier tous les matins. En fait, la vie professionnelle, surtout quand on est dans le monde des startups, est une vie très très intense. Et j'étais très jeune et je vivais mal en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais quoi? La vie, c'est ça, quoi? C'est d'attendre le contrat du client et d'attendre ci, d'attendre ça. En fait, j'avais besoin de quelque chose de plus. Je faisais pas de sport, j'en fais toujours pas d'ailleurs. Bon. Et donc en fait, je me suis réfugié dans l'étude. Donc j'allais étudier, j'allais prier à 7 heures. 8 heures à 10 heures, j'étudiais le Talmud et après j'allais travailler. Ça a duré toutes mes années à Paris. Ensuite, en 2004, avec ma femme et 2 enfants et demi à l'époque, on est venu en Israël. Et là, en fait, j'ai décidé de mettre voilà, le focus. On est venu en Israël justement principalement pour ça. Je voulais que l'étude soit le centre de ma vie. Donc, j'étudiais tous les matins et le soir. Et l'après-midi, je travaillais. La première année, j'ai que étudié d'ailleurs. Et après, j'ai commencé à faire ça. Et là, en ce moment, ma vie, c'est 8 heures d'études par jour de Torah, 3 heures de vie professionnelle, que j'ai repris qu'il y a quelques mois, quelques semaines, pour travailler sur un nouveau projet, que vous connaissez d'ailleurs, je le cache au public pour l'instant. En fait, voilà, je suis pas quelqu'un qui cherche à trouver du temps pour ma Torah au sein de mon travail. Je cherche du temps pour mon travail au sein de ma Torah, au sein de mon judaïsme. Donc le judaïsme est le centre de ma vie, c'est le centre de la vie de mes enfants. Voilà, on a tout ça dans les veines. Alors parlons maintenant du formidable paradoxe que vous incarnez. Vous êtes un pionnier d'Internet et pourtant vous vous êtes volontairement déconnecté de Facebook, de WhatsApp. Je crois même que vous n'avez pas de smartphone. Et je précise que notre interview a été organisée totalement par email. Tout à fait. Expliquez-nous ce choix. Par SMS aussi. On a même échangé un SMS. Alors, en fait, ma vie professionnelle et ma vie de tous les jours est une vie très très remplie. Donc en fait, quand on étudie la Torah et quand on travaille quelques heures par jour et qu'on fait beaucoup de choses pendant ces heures-là, la valeur du temps, voilà, le temps n'a pas de prix. De toute façon, le temps n'a pas de prix, c'est la chose qu'on ne peut pas acheter. Et donc en fait, j'ai pris énormément la valeur du temps pendant les différentes années. Et donc en 2012, en utilisant Facebook, on me rend compte qu'on parle et on parle et on parle et on convainc personne de toute façon, parce que chacun reste en général sur ses positions. Et voilà, je sentais que malgré le fait que j'avais à l'époque presque 5000 amis, qui étaient énormes en 2012, c'est-à-dire que j'étais un des plus grands en France, etc. À un moment, j'ai dit j'arrête tout. Donc j'avais appelé Rav Ben Chetrit à l'époque pour lui demander conseil. On avait vu les pour et les contre. On a décidé que je quittais Facebook. Alors je reste sur Twitter où j'ai plus de 30 000 followers, sur LinkedIn où j'ai plus de 45 000 followers, où je suis influenceur sur LinkedIn. Mais en fait, mon Internet les bloque et bloque Twitter. Et je m'y connecte une fois toutes les 10 jours pour voir un peu ce qui se passe et voir si on m'a écrit dessus. Mais voilà, au final, voilà, c'est le temps. Le temps a trop de valeur pour qu'on dépense à faire défiler des choses sans fin. Et j'ai une magnifique conférence sur le sujet. Voilà, un jour, on pourra en parler pendant longtemps. Voilà. Très bien. Alors, après avoir travaillé avec les plus grands de la high-tech, on sent chez vous une envie d'aider à votre tour de jeunes entrepreneurs. D'où vous vient ce besoin de vous tourner vers les autres et en particulier vers les jeunes? Alors moi, en fait, il faut savoir que je suis tombé dans le business par accident. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Même si aujourd'hui, j'en suis un très grand homme d'affaires, mais ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est l'aventure. C'est-à-dire que quand je crée une entreprise, j'aime participer à des histoires, à voilà, la conception d'un produit, à des histoires d'équipe. J'ai cofondé, par exemple, Litchi en France, que vous connaissez, les cagnottes. Donc, je suis cofondateur de Litchi. Je suis cofondateur d'une société qui s'appelle iAdvise. On a 200 personnes à Nantes. Et en fait, je suis très content d'avoir fait Litchi. On a vendu la société, on a bien vendu la société il y a plusieurs années. Mais en fait, je ne suis pas content d'avoir fait Litchi parce que ça m'a permis de gagner des sous, mais parce qu'on a créé quelque chose de magnifique.
Et donc, participer à des projets d'entrepreneurs, les aider, les encourager et faire partie de la vie, effectivement, de ces entreprises-là, bah, c'est de ça que je me nourris, en fait. Voilà, à part ma Torah, quand je suis dans ma vie professionnelle, je me nourris d'histoires d'entrepreneurs et de vie professionnelle. Et j'adore intervenir quelque part. J'adore être là, mettre mon grain de sel, aider quelque chose, etc. Et je sais qu'en aidant un peu, on peut faire jaillir beaucoup de choses. Donc voilà, je fais partie. Et je n'aime pas que les jeunes entrepreneurs, d'ailleurs, même les plus vieux me demandent conseil. Je conseille des très grands groupes aussi, très grands groupes français, très grands groupes un peu partout dans le monde. Donc en fait, faire partie de la vie, voilà, faire partie d'aventures, c'est ça qui me fait, qui nourrit ma vie. Alors en 2004, vous vous installez avec votre épouse et vos 2 enfants en Israël. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une grande et belle famille de 16 enfants. Ce n'est pas commun. En général, d'ailleurs, on pose cette question plutôt aux femmes, mais je ne peux m'empêcher de vous poser cette question. Comment gérez-vous cet équilibre entre vie professionnelle et vie familiale? Comment gérez-vous votre temps? En d'autres termes, quel est votre secret? Alors le secret, vous l'avez bien dit, c'est ma femme. Le secret, c'est ma femme. Ma femme qui aussi a fait l'école juive. Elle est à l'école Sinaï à Merkaz à Torah, au Vinci, qui est pour elle voilà, les meilleurs moments de sa vie. Bon, je pense que quand je suis avec elle, c'est aussi les meilleurs moments de sa vie, mais en tout cas, voilà, l'école juive a marqué énormément. Et en fait, je vis à la maison. C'est-à-dire que mon bureau est à la maison. En ce moment, avec le corona, etc., j'étudie même à la maison. J'étudie sur Zoom avec mon Rav, avec ma Chaboto, etc. Donc en fait, je suis très présent sur place. Et le secret, c'est d'avoir en fait des heures dédiées à chaque chose. J'ai des heures d'études, j'ai des heures de travail et j'ai des heures pour ma famille. C'est-à-dire que mes enfants savent qu'il y a certaines heures où on ne peut pas me parler parce que je suis en train d'étudier ou je suis en train de travailler. Et des heures où c'est vraiment le moment où je ne fais rien d'autre que de les écouter. Un jour, on a demandé au Rabbi de Lubavitch comment est-ce qu'il arrivait à faire beaucoup de choses. Il disait qu'en fait, il allouait du temps précis à chaque chose qu'il faisait. Et donc ça, c'est voilà, le secret. Voilà. Maintenant, voilà, nous aussi, maintenant, on a une grande tâche d'éduquer nos enfants, d'élever nos enfants. Et là, en Israël, il n'y a pas les écoles juives françaises. On les regrette d'ailleurs. C'est-à-dire que nous, on rêverait d'avoir le même système d'école qu'on a en France ici. Et voilà, par contre, voilà, on travaille beaucoup sur ce sujet. Vous habitez à présent Bnei Brak et vous vous impliquez beaucoup pour votre communauté. La solidarité, le partage sont des valeurs qui vous animent depuis toujours? Alors moi, les valeurs qui m'animent, c'est effectivement l'unité. C'est-à-dire la valeur qui m'anime le plus, c'est le côté de la hardout. C'est-à-dire on forme un peuple et on est tous ensemble et on doit tous s'entraider. Donc n'importe qui me demande de l'aide, un conseil ou n'importe quoi, si j'ai le temps de l'aider, si j'ai quelque chose à lui amener, j'essaie de le faire. Et le deuxième sujet qui me tente énormément, c'est le sujet des adolescents et des jeunes. Je suis parrain d'une association qui s'appelle Neshama, ici en Israël, qui accueille les étudiants francophones en Israël et forme au judaïsme les étudiants qui n'ont pas eu la chance d'être en école juive en France en général, même s'ils l'ont été, peut-être n'ont pas eu assez de base, et donc qui arrivent ici dans un pays assez spécial où le judaïsme a sa place pour si on va le chercher. Le judaïsme ne veut pas venir chercher les gens. Donc moi je fais partie des gens qui parrainent, soutiennent les projets qui aident les adolescents effectivement à comprendre leur identité juive. Vous parlez d'ailleurs souvent de Bnei Brak comme un projet de futur Silicon Valley. Est-ce un vœu pieux ou, selon vous, une réalité tangible? Ah non, mais en fait, quand j'en parlais, c'était un projet, mais aujourd'hui, c'est déjà le cas. Il faut savoir qu'à Bnei Brak, il y a des coworking space, d'accord? Donc, il y a des lieux de travail uniquement dédiés aux startups. Il y a un qui s'appelle Ampersand, un qui s'appelle Achim, qui sont des lieux magnifiques, qui n'ont rien à envier à Tel Aviv. Il y a des startups à Bnei Brak. L'une d'entre elles vaut plus de 400 millions de dollars aujourd'hui. Elle s'appelle Elementor, qui est un des plus grands services de création de sites web au monde. Il y a maintenant des startups, il y a un écosystème de startups. Il n'y a plus honte de travailler dans la high-tech. Parce qu'au début, c'était un peu, mais qu'est-ce qu'on se raconte? Tu as un rabbin avec une barbe, etc. Qu'est-ce que tu fais dans la high-tech? Aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle Kamatech, dont j'ai fait partie des initiateurs, qui fait en sorte à ce que l'ensemble du monde orthodoxe travaille dans la high-tech. Donc, Dieu merci, ces choses-là. C'est vrai que j'ai initié en fait le projet en personne, j'ai initié le projet Achim. C'est-à-dire que j'ai initié le fait de dire
Si on fait les choses, on doit les faire bien. Donc, si je travaille dans la high-tech, je dois mettre tous les outils et tout l'écosystème en place pour que ça fonctionne parfaitement. Et les gens n'y croyaient pas au début. Et moi, en fait, qui vis en fait, dans ce monde orthodoxe, connaissant le monde orthodoxe, etc., je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et Dieu merci, ça marche très, très, très bien. Donc voilà, vous pouvez rencontrer plein de startups à Bnei Brak. Pour finir, si vous deviez conseiller des parents dans leur choix d'éducation, ou peut-être rassurer certains parents qui ont des enfants au profil un peu atypique, que leur diriez-vous? Alors moi, je vais vous dire un truc. J'avais 2 amis qui étaient les mauvais élèves. Un à Or Yosef, un à Maïmonide. C'était les mauvais élèves de la classe. Très dur pour eux, sourire. Ils ont été les 2 premiers salariés de mon entreprise. En fait, moi, je pense qu'il faut faire confiance à tout le monde. Et même si à un moment, on se retrouve avec une difficulté scolaire, il ne faut pas se dire qu'à cause de ça, la vie est foutue, que la vie professionnelle sera foutue, etc. Au contraire, il faut arriver à trouver les forces de chacun. Moi, je me rappelle avoir recruté mon ami qui venait de rater son bac. Et je l'ai recruté. Aujourd'hui, il a une maison de, je ne sais pas, des centaines de mètres carrés. Il a un business à lui-même, etc. Parce que je lui ai fait confiance. Et faire confiance à n'importe quel enfant, c'est ça la clé. C'est-à-dire que dire, tu peux ne pas réussir ton contrôle de maths, tu peux ne pas réussir ton contrôle d'anglais, tu peux pas réussir ci, etc. Continue à avancer, continue à essayer de te perfectionner dans ce que tu aimes, même si c'est la guitare. Et au final, tu arriveras à faire plein de choses. Donc, surtout ne pas désespérer. Et au contraire, je pense que les meilleures personnes sortent des personnes qui ont eu des difficultés dans la vie. Donc, quand on a souffert dans sa scolarité, on a encore plus de chances de se battre et de réussir dans l'avenir. C'est une belle conclusion. Notre émission s'achève. Merci Jérémy Bérébi d'avoir passé ce joli moment en notre compagnie. Merci d'avoir partagé votre expérience et cette belle leçon de vie. Quant à nous, on se retrouve très prochainement, chers amis internautes, pour une nouvelle émission Une école, une histoire avec un prochain invité d'exception. À très vite.